À toutes les femmes d'Afrique, vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, reine d'Afrique, reine d'Afrique. Ah oui, je vais attraper beaucoup de poissons pour mes cousins Dogon aujourd'hui. Chers téléspectateurs de ORTM1, bonjour et bienvenue dans votre émission Reine d'Afrique. C'est le 23e numéro pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Alors la grande dame que nous avons choisie, qui est notre reine de ce mois, c'est la présidente de la Fédération malienne des associations des personnes vivant avec le handicap. Elle est également deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition du Mali. Elle s'appelle Honorable Dikine Atuma Gakou. C'est une femme formidable, une femme à mobilité réduite, impressionnante, extraordinaire. Elle est combative et elle se bat pour la cause des femmes vivant avec le handicap. Chers téléspectateurs, je vous invite à regarder son reportage. A tout de suite. Veuve et mère de 4 enfants, Madame Dikine Hatumata Gakou est engagée dans la vie sociale et se bat pour servir les couches défavorisées, surtout les femmes vivant avec un handicap, victimes de violences et de discrimination. Madame Dikine, malgré son handicap depuis l'âge de ses 11 ans, a toujours su garder son énergie. Elle est détentrice d'une maîtrise en administration de l'action sociale, en sciences sociales et d'un BTS en services généraux des postes de télécommunications. Elle occupa en 1995 le poste d'assistante administrative à l'ONG française Équilibre. Grâce à son engagement et à son combat de tous les jours pour la cause des femmes vivant dans le handicap, elle devient de 1996 à 2000 administratrice de l'ONG française Handicap International au Mali, puis coordinatrice du secteur handicap de la même ONG de 2001 à 2005. Son dynamisme et son savoir-faire lui a conduit à servir dans différents ministères tels que le ministère de l'Emploi et de la Fonction publique. En 2014, elle fut conseillère technique au ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne et enfin, de 2015 à 2020, chargée de mission au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Sur le plan national, elle a été membre fondateur de la coopérative Binso et de l'AID. Forte de cette expérience enrichissante, elle créa ainsi l'Association malienne des femmes handicapées en 1994. Elle présida en décembre 2019 l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées. Sur le plan sous-régional, Madame Dikine Hatumata a été vice-présidente de la Fédération ouest-africaine des personnes handicapées de 2005 à 2015. Elle a représenté l'Afrique de l'Ouest à la première conférence internationale sur les femmes handicapées à l'international, précisément aux États-Unis. Madame Dikine a été membre du comité de pilotage du dialogue intermalien de février à mai 2024. Elle est aujourd'hui, grâce à son dévouement pour le devenir, au sein du Conseil national de transition dont elle occupe la deuxième vice-présidence. Chers téléspectateurs de ORTM1, bienvenue dans le 23e numéro de votre émission préférée, Reine d'Afrique, pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Nara, à Gumbu et à Djafuru. Aujourd'hui, on parle soninké. Quand je dis Ankeramulemu, on dit Madjam. Madjam, oui. Et puis on dit aussi Tora Suntia. Ça veut dire que tout va bien. Les mono kibaru. Tora Suntia, les mono Madjam. Karambo kibaru. Karukunchu Wampouye. Tanti, ça c'est lourd pour moi. Vous avez compris, nous sommes avec Honorable Dikine Atuma Gakou. Elle est la deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition. Elle a beaucoup de flèches à son arc, une femme formidable qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau aujourd'hui. Ma chère tante, bienvenue sur le plateau de Reine d'Afrique. Merci de me recevoir sur ce beau plateau. C'est nous qui sommes honorés vraiment que vous soyez là avec nous. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous voyez bien? Allez, je vois bien, vous êtes toutes tellement belles, bien habillées, en belle soninké et tout. Mais j'ai mon grand-père qui m'avait dit une fois que les maîtres des soninké, que c'est les bozos. Est-ce que c'est vrai? En fait, mon grand-père, il ment pas, hein? Non, il n'a pas menti, mais il vous l'a dit pour vous faire plaisir. Hein.
sinon, c'est le contraire, c'est tout le contraire. Dans votre langage, il y a plusieurs mots soniques. Donc, vous avez puisé dans la langue sonique. Donc, nous, les Bozos, on a puisé dans la langue sonique. D'accord. C'est vrai que Oui. les chiffres sont similaires, il y a beaucoup de mots qui sont similaires, en effet. Comme le volet. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est ce qui fait la diversité culturelle de notre pays. Hein. Donc, on verra à la fin de cette émission entre les Soninké et les Bozos qui sont les maîtres de qui, n'est-ce pas? Alors, ma chère honorable, vous êtes détentrice d'une maîtrise en administration de l'action sociale et d'un BTS en services généraux des postes de télécommunication. Vous êtes engagée dans la vie sociale pour la cause des femmes vivant dans le handicap. Vous êtes la deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition. D'où vous vient toute cette force en tant que personne en mobilité réduite? Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci de m'avoir posé cette question. Je le dis très souvent, et si vous voyez une personne vivant avec un handicap dans une position que les autres ne pensaient pas qu'elle pourrait être là, à sa source, dans la famille. Quand tu es considéré dans ta famille depuis le bas âge, quand j'ai été handicapée, ma famille m'a pris le bras le corps en me soutenant, mon papa, mes mamans, mes frères et sœurs. Je suis l'aîné de la famille et là, ils ont dit, oui, cet handicap-là ne va pas terrasser notre enfant, ne va pas terrasser notre sœur. Donc j'ai eu la force de la famille qui m'a accompagnée dans toute ma vie. Ma vie, déjà, il y a eu une parenthèse quand j'ai été malade, j'avais 11 ans. Est-ce que vous voulez bien nous partager cette histoire? Comment cet handicap est arrivé? Comment ça vous est arrivé? Effectivement, donc j'étais en 7e année, j'avais 11 ans. Donc j'ai eu une maladie de la colonne vertébrale. En ce moment-là, ce n'était pas bien détectable parce que il y a les vertèbres, entre les vertèbres, il y a un cartilage. Et ce cartilage s'est rongé, les vertèbres se sont remplacées et c'est coincé les nerfs. Donc en ce moment-là, en 1972, ce n'était pas opérable au Mali. Donc, mais mon père a tenu fort. Il a dit que celle-là, elle va remarcher parce que j'étais carrément paralysée. Il avait l'espoir. Oui, mais l'espoir, c'était ma famille. Ma famille disait que voilà, ça va aller. Et mon père rassurait avec moi tous les confrères du Mali, de Lédou, Ouassoulou, Ségou, dans le traditionnel. Et enfin, à l'hôpital du Pongier, Cathy avec les Chinois. Il a tout fait. Il a tout fait. Surtout, j'ai eu mon salut avec les Chinois à Cathy et après une rééducation. Il y a eu une rééducation intense pour que je puisse me relever après 3 ans d'allaitement. Vous êtes brave. Vous êtes une brave femme. Oui. Et votre bravure Je est rends vraiment... hommage à ma famille. Oui, votre Je brave... rends beaucoup hommage à ma famille. Vous savez, honorable, vous êtes une femme vraiment brave. Je suis touchée par cette histoire. J'ai envie d'en connaître davantage. Et comme les téléspectateurs, on vous voit au devant de la scène, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas la personne. Alors quand vous êtes passé chez les Chinois et qu'après il y a eu une lueur d'espoir, qu'est-ce qui s'est passé en vous? Comment vous êtes senti? Après ma rééducation, ou bien avant ma rééducation, je m'étais dit qu'il faut que je continue mes études parce que j'ai perdu 3 ans à l'été. Au moment où moi je devais faire la 7e encore, et mes promotionnaires étaient en 10e. Oui. Donc il a fallu beaucoup de courage. Et pendant même mon temps d'allaitement, je vous dis, j'ai lu tous les livres africains, j'ai lu tellement de romans. Donc j'étais pratiquement au même niveau que mes promotionnaires. Et je vous dis, quand je me suis relevée, il faut le dire comme ça, j'ai repris la 7e année. Au premier trimestre, c'est une gloire pour moi.
surtout avec ma famille à côté qui me disait tu peux. Oui. Et surtout, j'ai été entourée par la famille, j'avais une maman, peut-être que et vous la connaissez bien, Madame Gabou Fatounian, qui me disait Qui ne la connaît pas? Ne baisse jamais la tête. Oui. J'avais des béquilles, parce que je marchais avec les béquilles. Marche avec les béquilles, relève ta tête. Et si quelqu'un insiste, insiste à te regarder, salue la personne. Très bien. Et droit dans les yeux. Oui, droit dans les yeux. Et c'est ce qui a fait ma force. Magnifique. Donc je disais que j'ai fait le fondamental, j'ai fait le lycée, jusqu'à l'université à l'ENA. Jusqu'à l'université, après j'ai été administrateur social. Donc du coup, j'ai été... Vous avez gravi les échelons. Ah oui, donc du côté des études, c'était vraiment facile pour moi à tous les niveaux. J'étais, si je ne suis pas major, j'étais dans les 5 ans. Magnifique, quelle fierté. Pour nous, c'est pour ça que je dis c'est une chance pour nous de vous avoir sur ce plateau, parce que vous êtes un modèle, c'est un exemple pour la jeunesse de voir que malgré le handicap, on peut réussir dans la vie. Et ça, c'est l'exemple le plus concret qu'on peut voir. Mais après votre enfance et votre jeunesse et votre vie estudiantine, est-ce qu'on peut parler un peu de votre cœur? Je vais rappeler aux téléspectateurs que Honorable Djikiné est veuve depuis 2023 et nous présentons, toute l'équipe, présentons nos condoléances à vous pour la perte de votre époux. Mais nous voudrions quand même savoir comment ça a commencé votre histoire avec votre époux. Une longue histoire, une très belle histoire, il faut le dire. Oui. Paix à son âme, M. Babassa Djikiné, il a été mon ami, il a été mon confident, il a été mon époux. Et depuis qu'on ne s'était pas marié, il était mon ami. Et comment ça a commencé les premières fois? Oui, la première fois quand on se rencontre là, est-ce que ça se dit? Longtemps, on ne disait pas ça, on s'est vu peut-être, on était dans le même quartier, tout ça là. Moi j'avais des béquilles et puis bon, je me disais qu'est-ce qu'un jour je vais me marier, est-ce qu'un jour. Mais Dieu faisant bien les choses, j'avais plein d'amis. On va dire d'admirateurs? Non, je pensais donc, mais donc lui, la même chose, lui, bon, voilà, c'est venu comme ça. Les parents, comme il était, c'est dans notre milieu des soniques, se marient entre eux. Donc, je crois que lui, il a eu auprès des parents la voie facile. Donc, parce que les soniques, et voilà, bon, je dis qu'il père son nom a été exemplaire pour moi. Toute ma vie associative, c'est lui qui était derrière moi. On dit que derrière un grand homme, il y a des femmes. Moi, je veux aussi derrière une grande femme, Il y a un homme. Il a été un très grand homme pour moi. S'il était là aujourd'hui, pendant toute l'émission, il m'aurait envoyé des messages. Peut-être qu'il aurait été, il serait là aujourd'hui sur le plateau. Oui, il avait toujours me dit, tiens-toi droit, dis ce que tu penses, c'est ça. Donc, mon mari m'a soutenu. C'était votre ombre. C'est lui qui m'a soutenu dans toute ma vie, surtout associative, familiale. Il a été l'exemple. Et il faut reconnaître, bien qu'il soit polygame, parce que nous sommes des soniques, c'est formidable dans la famille d'avoir des épouses. Surtout que moi, j'ai fait des ONG. J'ai fait des ONG et j'ai beaucoup voyagé. Quand je voyageais, je laissais les enfants à la maison. Avec leur maman. Co-épouse. Avec leur maman. Avec leur maman, oui, c'est bien dit, avec leur maman. Voilà, je ne très important. jamais ma porte à clé et que c'est les autres. Vous étiez combien d'épouses? 4. Et dis donc. Et comment vous vous sentez parmi les 4, parmi les 3 autres? Oui, bon, moi, je disais que mon mari, c'était mon ami, donc j'ai épousé les 3. Vous avez épousé votre époux, plus ces 3 épouses? Oui, plus ces 3 épouses, elles m'appartenaient. C'était moi, la chef de famille, parce que
Et là, c'était mon frère, c'était mon ami. Oui. Et voilà, et les autres aussi ont compris cela. Il faut le dire, pendant des années où on a vécu ensemble, maintenant j'ai vu seul, j'ai vu chez moi, mais qu'on a vécu ensemble, les autres femmes n'ont jamais laissé rentrer dans une cuisine. Ah bon? Elle partait au marché, elle cuisinait, et jamais je n'ai mis les pieds dans la cuisine. Vous voyez, quelle belle C'est solidarité. pour vous dire que la polygamie n'a pas que de mauvais côtés. Ouais. Moi, peut-être que les femmes ne vont pas me comprendre sur ce plateau, mais moi je suis soniquée et puis bon, j'ai vécu une expérience extraordinaire par rapport à ma vie. Merci de nous avoir partagé ce côté de votre vie qui est votre vie privée. Et vous m'avez donné l'autorisation de poser la question et je m'en réjouis. Et je vous découvre de plus en plus et je suis de plus en plus fière de vous. On va parler de votre vie professionnelle. Vous êtes à l'initiative de la création de quelques associations comme la MAF et l'UMAF. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, je rappelle aux téléspectateurs que la MAF, c'est l'Association malienne des femmes handicapées. Et l'UMAF, c'est l'Union malienne des associations et comités de femmes handicapées. Oui. Vous avez jeté votre dévolu sur les femmes handicapées. Oui. Mais il faut le dire, je suis rentrée dans la vie associative, ça l'histoire me plaît tellement en 1982. Et j'étais lycéenne et puis ces jours-là. Depuis le lycée? Oui, j'étais lycéenne. D'accord. Depuis le lycée. Vous avez commencé tôt, Oui. honorable. Oui, mais je suis. D'autres maisons faisaient face à l'INSUP. Et un jour, je suis partie dans la cour de l'INSUP. J'ai vu un monsieur malvoyant, aveugle, on peut le dire, notre père, Ismaël Konaté, qui donnait une conférence. Paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. Ça m'a tellement impressionné que j'ai dit que je vais devenir comme celui-là. Je vais créer une association. Dès lors, j'ai adhéré à la vie associative. Et on a créé ensemble emploi et intégration. Je crois que ça, c'est, vous l'avez dit, emploi et intégration pour le développement des personnes handicapées. Et là, c'était une association mixte. Je me suis dit que, voilà, les femmes vivant avec un handicap n'avaient pas la voix au chapitre. C'est vrai. Parce que nous avions besoin d'un cadre pour discuter de beaucoup de choses. La santé de la reproduction, par exemple, nos problèmes de grossesse, d'accouchement, très difficiles dans les hôpitaux, et également Et il n'y avait pas le problème de mariage. Il n'y avait pas une assistante particulière pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, on a fait beaucoup de sensibilisation pour que les gens se comprennent qu'une femme vivant avec un handicap est une femme à part entière. Comme les autres femmes qui peuvent tenir un foyer, qui peuvent, et je ne sais pas si le mot c'est bien, enfanter et vraiment s'occuper de cette famille. Et également dire aux autorités que les femmes vivant avec un handicap devraient avoir le même droit que les femmes valides, surtout dans les lieux d'accouchement. Même l'accueil, ça vous le savez, c'est pas facile. Quand une femme vivant avec un handicap, qui a une grossesse, qui n'a pas une chaise, qui n'a pas eu la chance d'avoir une chaise, ou d'entre moi, et qui traîne par terre, par exemple, avec sa grossesse. Comment est-ce qu'il faut l'accueillir? Il faut l'accueillir à bras ouverts, avec beaucoup plus d'attention et beaucoup plus d'assistance. Et cela n'est pas toujours fait. Oui. Il y a des femmes qui accouchent par terre, et quand on est enceinte, on peut pas. Et vos deux associations, quels sont les rôles que les associations Donc les associations, c'est ce rôle que je suis en train de les deux associations-là. La première association, je l'ai créée en 1994, l'association malienne des femmes handicapées. Et là, son rôle, c'était vraiment la sensibilisation et également l'insertion des femmes handicapées dans des projets
générateur de revenus. Et là, pendant des années, nous avons travaillé à cela. Et en 1995, tellement que l'association en une année a engagé beaucoup d'actions, d'activités que les autorités nous ont accompagnés et nous a gratifié d'une subvention. Et cette subvention a permis d'installer une vingtaine de femmes handicapées dans des activités génératrices de revenus. Il faut que la voix de la femme handicapée, c'est comme la voix de toutes les femmes. Leur participation à la vie publique et je dirais même à la vie politique. Donc il faut cette participation-là. Et nous avons une convention internationale des droits des personnes handicapées. L'article 6 parle spécifiquement de la femme handicapée où il faut accorder à la femme handicapée tous ses droits et libertés fondamentales dont juste. Dans cette émission, elle est passionnée de chronique. Alors, chers téléspectateurs de ORTM 1, si vous voulez nous prendre en marche, c'est votre émission Reine d'Afrique pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Aujourd'hui, nous allons dans la 4e région du Mali, précisément à Ségou, et nous allons rencontrer une jeune dame qui s'appelle Sanou Koulibaly. Elle est réparatrice de moto. Ça va vous impressionner, quand on a fait son reportage, elle était même en état de grossesse avec son gros ventre. Elle travaille, c'est impressionnant. On suit ça. À tout de suite. Réparatrice de moto, Sanou Koulibaly, elle est tellement courageuse, c'est impressionnant. Les femmes qui exercent des métiers non conventionnels, bravo à vous, et Reine d'Afrique est là pour mettre la lumière sur vos exploits. Honorable Djikine, dites-moi, quand je vous écoute, il y a beaucoup de contrastes dans votre parcours. En même temps, vous êtes polygame, en même temps, vous vous battez pour les femmes, en même temps, vous vous battez pour les personnes vivant avec le handicap.
de la vie. C'est quoi votre vision en tant que femme vivant avec un handicap? En tant que femme vivant avec un handicap, et même dire femme tout court, je dirais que je ne suis pas féministe parce que je viens d'une culture qui accepte tout le monde, qui a une certaine diversité. Et cette diversité-là, il faut le dire, c'est accepter tout le monde. C'est-à-dire, si on dit accepter tout le monde, c'est-à-dire une grande famille, nous sommes en général organisés en grande famille. Et là, depuis notre enfance, nous avons vu que nos papas sont polygames. Maintenant, nous sommes devenus polygames. En effet, excusez-moi de vous couper, en effet, parce qu'il y a des personnes qui pensent que défendre la cause des femmes, c'est être féministe. Non, c'est moi, ce je que ne suis pas. Voilà. Je suis Alors pas que féministe. vous défendez la cause des femmes et surtout les femmes vivant avec un handicap. Voilà. Donc, pour le respect de leurs droits, voilà. les droits fondamentaux, et qui peuvent dire le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi et comme le droit à la vie publique et politique. Mais dire que, bon, voilà, je suis femme, et il faut absolument que je sois monogame, je suis femme, il faut que je sois chef de famille. Non. Vous voyez, chers téléspectateurs de ORTM1, il faut qu'on enlève cette confusion. Parce que défendre le droit de la femme, ce n'est pas être contre les hommes et ce n'est pas être féministe. Toujours dans votre parcours professionnel, vous pouvez nous parler de vos débuts dans la vie professionnelle parce que vous avez été administratrice pendant très longtemps de l'ONG Équilibre. Comment vous avez eu ce poste? C'est-à-dire, quel a été le déclic? Comment vous avez commencé votre vie professionnelle? Je connais une anecdote. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Effectivement, bon, moi, ma vie, depuis que j'étais à l'école, je suis soniquée, donc j'étais commerçante. Et comment on dit l'argent en soniqué déjà? Oui, et Khalis. Handicap et puis Khalis. Ok. Donc, c'est ça, en notre temps, depuis le lycée, on a la bourse. Bon, pour ceux qui ont la mention, il faut le préciser. Oui, ceux qui ont la mention. Donc vous aviez la bourse? Oui. Toute ma vie scolaire, j'ai eu la bourse de l'État du Mali. Merci à mon pays. Voilà. Merci à mon pays. Et là, je faisais le petit commerce et j'ai acheté des réfrigérateurs. Et puis j'avais aussi une machine à coudre à la maison. Et qui vous a appris à coudre? Alors ça, c'était les mamans. Et chaque fille de notre famille, quand tu te maries, on va te donner une machine. Parce que là, même si le pantalon de ton fils est dessiné, il faut aller sur le taille. Non, on essaie à la maison. C'est tellement symbolique. C'est tellement symbolique. Et là, avant de finir les études et pour avoir un travail, je posais les grands bobos comme ça, là, pour les femmes du quartier et tout ça. Le Libanais. Après ma vie, j'ai créé des associations et puis il y avait des activités génératrices de revenus. Et j'ai bénéficié d'une activité avec un jeune handicapé physique. Nous avons ouvert un restaurant à l'hippodrome. Oui, j'étais promotrice. Oui. Suite à notre entretien, vous m'avez dit que toutes les femmes du quartier venaient coudre les Libanais chez moi. D'accord. Ouais. Alors, Kabola, restaurant. Restaurant. Maintenant, où est-ce que vous avez appris la restauration? Mais tout s'apprend, bon, de toute façon. Bon, et puis on a eu la chance d'être, j'étais à l'hippodrome, entourée d'ONG, des gens, ils venaient manger. Un jour, c'est une américaine qui dit, mais madame, vous parlez très bien le français, mais pourquoi vous êtes dans un restaurant? J'ai dit, mais parce que, bon, j'ai mon diplôme, mais quand même, pour ne pas rester les bras croisés, je suis dans le restaurant. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez travailler avec moi? Moi, j'ai une chance extraordinaire. J'ai dit oui. J'allais vous le dire aussi. Hein. Ah oui. Vous avez une grande chance. Extraordinaire, j'ai dit oui. Et là, ce jour-là, le jeune Karambi, j'ai dit, bon, Karambi, toi, tu n'as pas de diplôme. Moi, j'ai le diplôme. Tu prends le restaurant, moi, je vais travailler. Et je suis partie travailler avec
Vous l'avez laissé tout le restaurant? J'ai tout. Et tous les fonds? Et tout le fond. Même pas une aiguille, j'ai vu tout le restaurant. Il m'a dit, et le compte bancaire? Je veux tout ce qui est dedans, tu le prends. Mais quelle marque de générosité! C'est ta chance, moi je marque de m'arrive. générosité! Oui, bon, lui n'avait pas de diplôme, moi j'avais un diplôme qui pouvait me servir. Et là, je suis partie, c'était à Équilibre. La dame travaillait à L'ONG s'appelle Équilibre. Équilibre. Donc, une année après, il y a eu le tabali. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent ça. Alors, le C'était tabali sous Alpha Oumar Konaré, la femme du président Alpha Oumar Konaré, Adam Ba, qui chaque année, elle t'appelle le tabali. Et le lancement du tabali, c'était en 1995. Alors, le tabali est un concert et une activité culturelle que la première dame Adam Ba Konaré avait organisé chaque année pour la jeunesse et pour la culture du Mali. C'était dans les années 1995, si je ne me trompe pas. Et à l'époque, nous, on allait dormir au stade là-bas là, pour voir les artistes. Les artistes, toute la nuit. Et, chère Madame Adam Konaré, si vous regardez notre émission, vous avez vos salutations ici et grâce à Honorable Djikine. Un petit rappel pour la jeunesse. Effectivement. Et là, le thème de ce tabali, c'était l'enfance handicapée, quelle insertion. Et je suis amie avec Aminata Draman Traoré et je suis partie la voir. Et elle me dit, mais Atma, tu tombes à pic. Et la présidence vient de m'envoyer un courrier en me disant d'animer une conférence sur l'enfance handicapée. Moi, j'ai dit, mais moi, je ne connais pas. Elle dit que bon, elle ne connaît rien à ça. Atma, tu peux écrire quelque chose pour moi? Moi, j'ai dit oui. Et là, je t'assure, j'ai écrit à la main de 16h à 2h du matin. De 16h à 2h du matin? À 2h du matin. Avec une écriture calligraphe? Ah oui. Parce que j'ai entendu dire que vous écrivez très bien. Bon, voilà, bon, je suis fille d'enseignant. Oui. Mon père, mes mamans sont tous des enseignants. C'est ça les soniqués, quoi. Voilà. Quand ils cherchent l'argent, ils vont au sommet. Quand ils sont intellectuels aussi, ils vont au sommet. Franchement, il n'y a pas de solution chez les soniqués. Il faut les laisser là où ils sont. Oui, mais nous, là, et là, tout ça, avec tout ça, on cherche Halis. Alors, Halis. C'est Halis là qu'on cherche. C'est Halis là qu'on cherche. Bon, et là, moi, le lendemain, je suis partie donner les manuscrits à Aminata. Elle m'a dit que mais je ne peux pas faire plus. Atma, est-ce que tu peux faire cette conférence-là? J'ai dit moi, je n'ai jamais fait une conférence. Elle dit non, si tu as écrit ça, c'est que tu peux. Et la conférence, c'était le lancement du travail à l'hôtel de l'amitié. Ce jour-là, moi, j'ai fait la conférence. Et là, c'est depuis ce jour-là que j'ai pris. C'était votre première conférence? Conférence. Bon, dans un grand lieu, même mes associations avec les personnes handicapées, tout ça, mais dans un espace aussi grandiose et jamais. Donc, tu sais ce que j'ai fait? Non, je veux bien savoir. Voilà. Comment est-ce que j'ai pu mener cette conférence-là? J'avais une amie dans la foule. J'ai fixé cette année seulement, je ne vais pas passer. Donc, j'ai très bien mené une conférence. Pour chasser le trac et le trac, ne pas. Oui. Voilà. À la fin, la salle s'est levée comme un seul en disant applaudissant. Standing ovation. C'est ce qu'on appelle standing ovation. Voilà. Et à la fin, je me suis dit que parce que je partais d'équilibre, et de bon, je suis jeune diplômée handicapée, bon, donc je voudrais. En même temps, vous avez lancé votre promotion. Ah oui. J'ai lancé ma promotion et tenez-vous bien, et ce jour-là, j'ai eu 3 boulots. En même temps? En même temps. Il y a Handicap International qui a été venu en mission de prospection au Mali, d'exploration au Mali, pour pouvoir s'installer au Mali. Et celui qui est venu, il était dans la salle, il dit que je vais aller traiter cette dame-là. Et également l'OMS, les représentants de l'OMS dit qu'elle sera utile à l'OMS. Oui. En fin de compte, Aminata Draman Traoré, elle-même,
merci pour ton coup de pouce. Là où je suis aujourd'hui, vous avez été actrice et même vectrice, si on le dit, de cette action-là. Vous m'avez boosté pendant des années, vous m'avez encouragé et là, je ne peux que vous dire merci. Merci ma chère. Oh, j'ai de la chair de poule. C'est ça aussi le plateau de Reine d'Afrique. On rend hommage aux gens, aux personnes tellement utiles et importantes et des personnes qui ont posé des actions positives. C'est magnifique. Aminata Dramane Traoré, moi je lui dirais Tanti, Aminata, oui. elle est une icône de la culture du oui, Mali. oui. Elle était ministre de la culture. Bien sûr, bien oui. sûr. Madame la ministre, merci à vous. Finalement, parmi ces 3 ONG, laquelle vous a engagé ou bien laquelle vous avez choisi? Bon, je crois qu'effectivement laquelle j'ai choisi avec sur le conseil de mon ami le ministre Aminata Dramane Traoré, j'ai été recrutée par Handicap International et j'y ai travaillé pendant 11 ans comme coordinatrice nationale. Quel parcours. Et j'ai contribué à mettre en place les centres d'appareillage dans toutes les régions du Mali, sauf Kidal. Pas Kidal, pourquoi? Parce qu'on s'est dit que ceux de Kidal pourraient venir à Kao. Les centres d'appareillage de quoi? Orthopédique. Orthopédique. Voilà. Et où on faisait la rééducation fonctionnelle et également l'appareillage. L'appareillage, et l'appareillage, c'est soit les donc qui est à l'initiative, votre ONG était à l'initiative de ça. Voilà. Et là, nous avons réhabilité le Centre national d'appareillage orthopédique qui est à Bamako, au quartier Mali. Oui, oui. Et même les amputés. Ce centre est très beau. Il y a des prothèses, fabrique des prothèses pour les pieds, pour les mains. Sur le plan national également, après votre vie professionnelle dans les ONG, vous avez beaucoup exercé sur le plan national dans les administrations maliennes. Pouvez-vous nous en parler? Effectivement, après Handicap International, je suis revenue, on peut le dire comme ça, à la fonction publique. D'accord. Vous aviez fait le concours ou bien vous étiez déjà fonctionnaire? J'étais déjà fonctionnaire. Ok. Et j'ai travaillé au PNARP, le Programme national d'appui pour la réinsertion professionnelle du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Donc, j'ai fait quelques années là-bas. Après, je suis devenue conseillère technique au ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. C'était en 2015 que vous étiez au ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne comme conseillère technique. Après, je suis revenue au ministère du Développement social. Je suis administratrice de l'action sociale. Vous avez fait 3 départements ministériels. 3 départements ministériels où j'ai été chargée de mission pendant 3 ans. Non, pas 3 ans, pendant 6 ans. 6 ans. Donc, j'ai été chargée de mission au ministère du Développement social pendant 6 ans. Et je me suis surtout occupée des questions de handicap. Magnifique. Honorable Dikine, quand je regarde tout ce parcours dans les départements ministériels en tant que personne à mobilité réduite, j'imagine que vous avez vécu beaucoup de difficultés. Quel est votre ressenti par rapport à votre parcours et en tant que personne à mobilité réduite? Quelles sont les difficultés que vous avez vécues? Pendant tout ce parcours, je me suis rendu compte que ce que fait une personne valide comme travail, il faut qu'une personne vivant avec un handicap fasse 10 fois plus pour être reconnue. Et être accepté. Et être accepté. Pour être reconnu, que ton travail soit reconnu, il faut faire 10 fois plus que les autres. Vous avez beaucoup plus d'efforts à faire. D'efforts à faire, de persévérance. Et là, et moi j'avais aussi cette capacité de le faire, c'est-à-dire de faire les tâches qu'on me confie. De le faire bien. Je le fais bien. Et au mieux que. Et à temps. Donc cela m'a valu la considération. Donc vous étiez ponctuel. Oui, la considération de mes chefs. La ponctualité plus le travail accompli. La persévérance. La persévérance, le travail accompli. Par exemple, si on te donne un dossier à étudier, il ne faut pas
pas attendre le lendemain. Moi, mes dossiers, je les étudiais le jour même et je les déposais sur mon bureau avant d'aller à la maison. Excusez-moi de vous dire quelque chose. Vous êtes une personne à mobilité réduite et vous êtes à ce statut-là. Je pense que vos grands-mères ou vos parents, vos cousins ont dû vous dire que si vous étiez sur pied, vous auriez été aujourd'hui la présidente du Mali. Ou mes petits-enfants. Est-ce que je me trompe? Mes petits-enfants me le disent. C'est pas pour vous offenser, mais je pense avec vos exploits et les œuvres que vous avez accomplies, aujourd'hui, les mots me manquent. Je vais vous dire une anecdote quand même. Ma petite fille qui m'accompagne aujourd'hui, Kaditou, qui est à côté de moi l'an passé, elle a fait un exposé sur Mamie. Et elle dit que quand elle a dit que sa mamie est députée à l'Assemblée nationale du Mali, comme elle ne savait pas si c'était un conseil national de transition, que ses amis ne l'ont pas cru, mais elle a travaillé sur un texte extraordinaire et elle a fait un exposé sur moi. À la fin de l'émission, on va inviter votre petite fille qui va nous faire un petit passage de son exposé qu'elle a fait. Ça doit être émouvant, magnifique. Et vraiment très très émouvant. Et vous êtes fière d'elle? Et je suis très fière d'elle. C'est pour dire que mes petits-enfants sont très fiers. Il y a de Mes quoi? enfants et mes petits-enfants. Votre famille? Aujourd'hui, je suis entourée de 13 petits-enfants. 13 petits-enfants. Alhamdulillah. Mais ça, c'est le bonheur, c'est le paradis. Alors, avant de venir sur votre parcours sur le plan international, on va faire un petit passage dans le paysage ou dans votre paysage, on va dire. On a rencontré une personne, on a fait des recherches, qui a fait un témoignage sur vous, un témoignage vraiment émouvant et très pertinent d'ailleurs. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, je ne vais pas dire le nom. Oui. On va faire des commentaires plus tard. Chers téléspectateurs, je vous invite à regarder le témoignage qui a été fait sur Honorable Djikine par une personne spéciale. Je vous invite à regarder. On suit ensemble. Je suis Madame Maïga Sinadamba. Je suis la présidente du réseau des femmes africaines ministres parlementaires RFMP. Madame Djikine Atma Gakou représente beaucoup de choses pour moi. Je peux l'appeler, c'est une sœur pour moi. Après 50 ans d'amitié, les relations d'amitié prennent les relations de la forme de membres d'une même famille. Donc Atma est une grande amie de très longue date et une amie sur laquelle j'ai pu compter en beaucoup de circonstances, une valeur très sûre sur laquelle peut-être je vais continuer encore à compter sur elle. Donc tout simplement pour me résumer en disant que Mme Djikine Atma Gakou aujourd'hui il représente beaucoup pour moi, plus qu'une amie, une sœur. Je l'ai connue dans les années 70 à l'école fondamentale de Nara, lorsque toutes les deux, nous avons été admises au CEP, parce qu'à l'époque, il fallait faire un examen d'entrée en 7e année. Elle a fait l'examen à Gumbu, elle a passé, et moi j'ai fait l'examen à Nara, et j'ai passé également. Nous nous sommes retrouvés donc dans deux classes de 7e année. Moi, je faisais la 7e année A, elle faisait la 7e année B. Mais déjà, nous étions proches parce que moi aussi, je viens du même village qu'elle. Donc, dans nos activités scolaires, les ressortissants de Gumbu qui étaient déjà à l'école de Nara, on se retrouvait tous les samedis après-midi pour discuter de nos problèmes au niveau de l'école. Donc, c'est au cours de ces réunions de samedi après-midi, effectivement, que Atma et moi, nous avons sympathisé. Et bien qu'ils n'étant pas dans la même classe, nous étions devenus inséparables. À chaque rentrée, on se retrouvait. À la fin des cours, chaque jour avant de partir à la maison, on se retrouvait également. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup duré parce que déjà, à la fin du premier trimestre, Atma était tombée malade et elle a été évacuée à Bamako. Donc, parler de Atma,
pour moi, peut être un exercice à la fois difficile et complexe, parce que ça fait quand même 50 ans d'amitié qui nous lient. Donc, au cours de ces 50 années, nous avons cheminé ensemble, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Et je ne me rappelle pas que pendant ces 50 années que Atouma et moi, nous nous soyons chamaillés une seule fois dans la vie. Pas une seule fois, je ne me rappelle pas. Donc, nous nous entendions surtout à tel point que nous étions devenus des complices. Et c'est comme ça que feu son papa, Bambi Gakou, nous appelait les sœurs complices. Aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap sont partout dans les institutions de la République, dans les départements ministériels, dans les organisations socio-professionnelles. Je peux également dire que c'est un résultat du combat de Atouma. Et si aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place une commission ou une organisation quelconque par rapport aux enjeux et aux défis du Mali, on ne peut pas faire ça sans parler ou sans faire appel aux personnes vivant avec un handicap. Je peux également dire que c'est un combat, le résultat du combat de Atouma. Et le Mali a reconnu ce combat-là parce que Atouma a été chevalier de l'Ordre national du Mali depuis 2006 déjà. Et depuis l'année dernière, elle est officier de l'Ordre national du Mali. Donc si son combat n'avait pas été reconnu, elle n'aurait pas eu ces mérites-là de l'État du Mali qui a prouvé que effectivement c'est une battante sur laquelle également l'État même peut compter. Donc son combat est reconnu et sa bataille est reconnue. Et aujourd'hui, plus que jamais, Atouma continue ce combat-là. Malgré le poids de l'âge, elle est encore disponible pour les personnes et les associations des personnes vivant avec un handicap. Et elle a été réélue, je crois, en décembre dernier, présidente de la fédération pour un mandat de 4 ans. Donc tout cela veut dire que quelque part, il y a une reconnaissance. Merci à vous, Madame la ministre Sina Damba. Vous étiez ministre de la promotion de la femme au temps de Amadou Toumani, du président Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Elle est votre meilleure amie, vous venez de voir son témoignage. C'est magnifique, vous êtes des meilleurs amis depuis la maternelle, vous avez fait vos maternités ensemble, elle vous apprécie, elle vous adore. Qu'est-ce que vous avez à dire? Honorable Madame Yassina Damba est autant pour moi, honorable. Je dis Madame la ministre, oui. Mais également honorable actuellement. Elle est honorable Madame Yassina Damba est une femme exceptionnelle, pleine d'humilité. Elle le dit autant sur vous. Hein. Pleine d'humilité. On peut dire, comme elle le dit à Mamara, voilà. Et tout ce qu'on a fait dans notre vie, on l'a fait ensemble. Une vie de jeune fille, après le mariage, on a fait des enfants ensemble. Maintenant, nous sommes en train de gérer les petits-enfants et les fonctions. Et les fonctions. On va aller sur le plan international. Effectivement. Et vous avez participé, vous avez représenté l'Afrique de l'Ouest à la première conférence sur les femmes handicapées aux États-Unis. C'était en 1997. Parlez-nous de cette aventure. Et ça a été une aventure merveilleuse parce que c'était la première au monde que les femmes vivant avec un handicap se rencontrent. Atouma, vous êtes première dans tout, hein. Je ne sais pas comment vous faites. Votre étoile, elle est bonne, elle est excellente. Vous avez une grande chance. Au lycée, vous créez une association, la première association pour les femmes handicapées, pour les africaines, et maintenant vous vous retrouvez à la conférence aux États-Unis mondiale et vous êtes la première. Vous êtes magnifique. Donc, vraiment, c'était toujours dans le domaine du handicap. Et là, j'ai représenté les femmes handicapées d'Afrique de l'Ouest. Avez-vous obtenu gain de cause? J'ai obtenu gain de cause parce que ça nous a permis de créer des associations de femmes dans le pays.
16 pays de l'Afrique de l'Ouest revenus des Nations Unies. On s'est concerté et cette concertation s'est faite à Ouaga en 1997. Après, tout juste après, les femmes handicapées de l'Afrique de l'Ouest se sont venues à Ouaga et nous avons créé les associations de femmes dans tout le pays pour pouvoir nous fédérer. Donc, après la conférence aux États-Unis, j'ai adhéré à la Fédération ouest-africaine. J'étais vice-présidente de la Fédération ouest-africaine des personnes vivant. Les vice-présidences, vous réussissez, hein? Voilà, vice-présidente de la Fédération ouest-africaine et également vice-présidente de la panafricaine des personnes vivant. Ah, voilà, je voulais dire, le poste de vice-présidente, vous réussissez, hein? Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente au Conseil national de la transition. Oui. Comment vous vous sentez là-bas aujourd'hui? Est-ce que vous avez une bonne relation avec vos collègues? Comment on vous... Là, je ne cesserai de remercier les autorités de la transition par rapport à leur politique d'inclusion. C'est la politique d'inclusion de Son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, de dire que tous les Maliens doivent construire ce Mali-Kouala ensemble. Et à la mise en place du Conseil national de transition, il a pris un décret où toutes les corporations se retrouvent dedans. Et 3 personnes vivant avec un handicap ont été nommées au CNT. Et aujourd'hui, nous sommes 4 là-bas au compte des personnes vivant avec un handicap. Et avec le leadership et la volonté de mon président, honorable colonel Malick Diaw, il m'a donné deuxième vice-présidente. Ça veut dire que vous avez des relations... Je n'ai même pas été nommée, j'ai été élue deuxième vice-présidente. Oui, et élu, ça veut dire que les personnes ont été d'accord pour vous élire. Ils ont dit oui, c'est elle qui peut le faire. Voilà. C'est ça. Justement. Vous avez mérité votre poste. Effectivement. C'est ça. Donc ça veut dire que vous avez de bonnes relations et des relations très bonnes relations avec le président du CNT et avec tous les honorables du CNT. Vous pouvez profiter de ce plateau pour lancer un message à votre président et à tous les membres du CNT. À tous les membres du CNT, merci pour l'appui que vous apportez et pour toute la considération que vous apportez aux personnes vivant avec un handicap, surtout à notre président, honorable colonel Malick Diaw, pour la confiance et toute la considération. Merci, président. Alors, chers téléspectateurs de ORTM, ce n'est pas un plateau politique, c'est un plateau où on rend hommage aux personnes qui ont posé des bonnes actions pour la société, pour le peuple malien. Donc, c'est un remerciement. Honorable. Oui, mais la transition n'est pas politique. Parfait. Ah ben, vous faites bien de le rappeler. Merci de le rappeler. Honorable, nous arrivons à la fin de cette émission. Déjà, j'ai envie de vous dire tellement de choses, j'ai envie de vous poser tellement de questions. C'est pas possible que ça finisse maintenant quand même. Ah oui, mais bien sûr, moi je me suis sentie tellement bien dans cette émission, entourée des jeunes dynamiques et puis avec une expertise possible. Merci, merci. Je ne cesse de remercier mon équipe de production, du réalisateur jusqu'au planton. Ils sont toujours constants, ils sont toujours au rendez-vous, toujours présents à l'appel. Je dis merci à toute l'équipe de production, l'agence Malinium, l'agence Infinity. C'est eux mes patrons. Honnêtement, c'est eux mes patrons. Effectivement. C'est ça. Le Gakou, dites-moi, si vous êtes élue reine de ce 23e numéro de Reine d'Afrique, comment vous allez appeler votre royaume? Mon royaume, je l'appellerai Sonikara. Sonikara? Sonikara. Magnifique. Oui. Sonikara. Ça veut dire quoi Sonikara? J'entends beaucoup voilà, Sonikara. Sonikara, c'est le royaume de Soninké. Magnifique. Les Soninké sont venus du Ouagadougou. Le
Sonikara. Chers téléspectateurs de ORTM 1, le royaume de Honorable Dikine Atuma Gakou s'appelle Sonikara. Nawari. Ensuite, quelle sera la monnaie de votre royaume? C'est évident. Oui, c'est Khalis. Khalis. En soninké. En soninké, c'est Khalis. Et quelle sera, quelle éducation ou quel message vous allez transmettre aux jeunes et aux femmes de votre royaume? Quel appel vous avez à lancer aux jeunes et aux femmes de votre royaume? L'appel que je vais lancer aux hommes et aux femmes de mon royaume, c'est de leur dire seul le travail fait. Il faut s'aimer, il faut se respecter. Et là, je ne vais pas répéter Koumkanfoura. La charte de Koumkanfoura. La charte de Koumkanfoura. Vous pouvez le répéter, vous pouvez toujours la répéter. Il y a des articles qui disent qu'il faut respecter la femme. Que tout un chacun occupe sa place. Et là, le royaume sera bien servi. Seul le travail fait. Je pense que, paix à son âme, encore une fois, si M. Dikine était là, il aurait été encore de plus en plus fier de vous. Et il a sa place ici, c'est lui qui aurait fait le travail de la personne qui va le faire. Il m'aurait beaucoup conseillé. C'est ça. Honorable Dikine, toutes les bonnes choses ont une fin. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Et moi-même, je ne veux même pas que ça finisse. Bon, Ça fait déjà. je ne veux même pas que ça finisse. Je n'ai pas le choix. Ouais. En temps normal, on doit se lever pour le couronnement, mais vous êtes une reine, Oui. vous êtes majestueusement bien installée. Bien installé sur Sur un fauteuil mon majestueux. fauteuil de reine. Voilà, sur votre fauteuil de reine. Donc, on va vous couronner sur votre fauteuil de reine. D'ici là, chers téléspectateurs de ORTM 1, on vous laisse souffler d'ici le couronnement. À tout de suite. Alors, honorable, vous voulez que je vous donne un indice? Bon, oui. Non, c'est une surprise. Voilà. Ah bon? Oui, c'est une surprise. Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez être couronné par une personne spéciale. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous ouvrez les yeux. On est d'accord? Oui. Donc, 1, c'est bien fermé. Oui. Voilà. 2 et 3. Pas. Oh là 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 là. Alors, Ça elle sent pas est couronnée par l'homonyme de son père, qui est son fils, qui est son tout, son ami, son confident. Monsieur Dikine, Oui, présentez-vous. d'accord. Moi, c'est M. Dikine Ibrahim Bambi. Je travaille à la Caisse malienne de sécurité sociale comme agent. Et qui vous êtes pour honorable Dikine Atuma Gakou? Voilà, je suis son fils Oui. et en même temps aussi son papa, parce que je suis l'homonyme de son papa. Effectivement, c'est mon papa. Voilà, c'est un peu ça. Papa, mon père. C'est beau, je vois une belle complicité entre vous. Vous êtes amis, complices et tout, c'est ça? Oui, oui, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a motivé à couronner maman aujourd'hui? Pourquoi vous voulez la couronner? Je veux te couronner aujourd'hui. Ça devait être papa qui devait le faire. Malheureusement, il n'est pas là. Paix à son âme. Aujourd'hui, je vais te mettre la couronne au nom de toute la famille Dikine, au nom de mes 3 mamans, au nom de tous mes frères et sœurs, au nom de tes petits-fils et au nom de toute la nation malienne et au nom de toute l'Afrique. Je suis honoré aujourd'hui de pouvoir te mettre cette couronne. Bravo. Mais, honorable, on dirait que la relève est assurée. Quel Ah beau oui, mais discours. bien sûr, c'est mon père. Allez-y. Ouais. Reine d'Afrique du 23e numéro de l'émission Reine d'Afrique, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, on va dire du Conseil national de la transition, honorable Atuma Gakou Dikine. Et le spectre? Ok. Je vais te donner ce spectre pour que tu puisses régner sur ton royaume et que les habitants de ce royaume, Sonikara,
puisse suivre tes conseils et tes pas. Bravo, bravo. Bravo, merci, merci mon père, merci à Reine d'Afrique, émission Reine d'Afrique. Ce spectre, comme tu l'as dit, sera dédié à toute la nation malienne, à tout Sonincara. Et ce spectre, je veux que ça soit un spectre d'unité, de paix et de sérénité pour toute la population malienne. Et dire que ce spectre n'est pas un spectre comme tous les autres. Sonincara, c'est le royaume de Ouagadougou. C'est ça. Bravo. Bravo, quel beau discours. Exceptionnellement honorable Gakou. Dans cette émission, en fait qu'un seul couronnement. Mais vous avez parlé de votre petite fille qui a fait un exposé sur vous en France. Et elle a eu de très bonnes notes. Et toute l'école, ses profs, toute la classe, ils étaient impressionnés. On vous a fait aussi cette surprise. Elle est là. Et elle va nous dire ce qu'elle pense de vous, de votre petite fille. Si vous permettez, on l'a invitée aussi sur le plateau. Monsieur Djikine, oui. Je vous laisse inviter votre nièce. Ok. Voilà. Dites-le de lui de venir. Ok. Kadjetou Nyakate. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous faites la timide. Allez, venez. Approchez-vous. Ça va? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui. Vous faites face à la caméra ici. Alors, moi, je m'appelle Kadjetou Nyakate. Je suis la petite fille de, Madame Atouma Djikine Gakou. Moi, ce que je pense de ma grand-mère, c'est que, franchement, c'est quelqu'un d'extrêmement incroyable. Et c'est Mademoiselle, vous me coupez la parole, je n'ai même pas posé la question. Bon, c'est pas grave, on y va. Allez, très bien. Oui. C'est magnifique. C'est magnifique. La relève est assurée, honorable. Ah oui, mais bien sûr. Alors, on y va. Continue. On vous écoute. Du coup, moi, je pense que ma grand-mère, c'est quelqu'un d'incroyable pour moi. C'est mon exemple, c'est ma force, tout pour moi. C'est grâce à elle qu'on fait du bon travail à l'école, parce qu'elle nous a toujours dit qu'il faut qu'on travaille bien, que ça payera plus tard, qu'il ne faut pas faire de bêtises à l'école et qu'il faut toujours être sérieuse. Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule. Chers téléspectateurs de ORTM 1, mais, mademoiselle, j'aurais entendu dire que vous avez fait un exposé sur votre grammaire à l'école et que vous avez eu les meilleures notes. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre exposé? Déjà, je disais que à quel point ma grand-mère c'était incroyable, elle était incroyable, à quel point je l'aimais. Pourquoi elle est incroyable? Parce qu'elle veut toujours aider les autres, elle veut faire le meilleur pour les autres. Elle est humaniste. Oui. Et est-ce que vous connaissez quelques exploits de votre grand-mère, les œuvres qu'elle a faites? Oui, elle est quand même présidente de plus de 40 associations, ce qui est quand même énorme parce qu'elle a beaucoup de travail déjà et c'est incroyable. 40 associations? Oui. Elle ne nous l'a pas dit, hein. Honorable, vous avez beaucoup d'humilité, vous n'en avez pas parlé. Bien sûr. Et d'autres? Mais avec tout le travail qu'elle fait, elle a quand même le temps pour nous parler. Quasiment tous les jours, elle nous appelle, on peut toujours lui parler et elle trouve toujours un moyen de pouvoir nous parler même quand elle n'a pas le temps. Bravo, chers téléspectateurs. Alors, vous avez un dernier mot honorable parce qu'elle nous a émus avec tout ce qu'elle vient de dire. C'est magnifique. Effectivement, merci. Kadjetou est adorable, moi je l'appelle mignonne. Mignonne. Et puis, elle s'investit beaucoup à l'école. Elle a de très bonnes notes et avec ses autres frères et sœurs. Donc, reste toujours comme tu es. Merci, maman. La grande Kadjetou. Ouais. Voilà, ça conclut le plateau de Reine d'Afrique. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Comme vous le savez, c'est tous les mois, 4e samedi du mois, diffusé sur ORTM 1. Reine d'Afrique pour les femmes, par les femmes et avec les femmes. Et
ce 23e numéro était dédié à Honorable Djikine Atouma Gakou, notre fierté. Il n'y a rien à dire. Un parcours atypique, deuxième vice-présidente du Conseil national de la transition. Merci encore à votre famille, merci à vous. Merci pour votre disponibilité, merci pour tout. N'hésitez pas de nous suivre. Oui, on vous suivra tout le temps. Je vous ai suivi avant aujourd'hui. Vraiment, vous êtes formidable. Merci, merci. Merci, c'est encourageant. Merci à toute notre équipe de production, Malinium Pictures, Infinity. Merci à toute l'équipe de production de l'organisation, de la logistique. Je fais un petit coucou à notre maquilleuse qui nous a rendu tellement belle, Zaina Khalil. Et n'hésitez pas de nous suivre sur YouTube, TikTok, Facebook et tous les réseaux sociaux. Nous sommes présentes, nous sommes des reines et nous régnons sur notre royaume. Oui, voilà. C'est Sonikara. C'est ça. Au revoir.